Et à tous et bienvenue pour ce nouveau live de chef-d'œuvre autour des coffrets du mois de mai. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes évidemment sous le soleil, il fait chaud et évidemment cette première vidéo va être évidemment peut-être le kick-off d'un apéritif pour ceux qui auront envie de profiter un petit peu des terrasses. En tout cas, on est très heureux chez Chef-d'œuvre de vous retrouver pour parler bien entendu des vins du coffret, pour parler de ces coffrets de dégustation qui chaque mois rythment un petit peu ces lives Instagram, qui sont donc des révélations, des coups de cœur, des rencontres avec des femmes et des hommes qui nous ont fait vibrer dans le vignoble. Bienvenue pour ce live, en tout cas si vous rejoignez évidemment cette vidéo. Prenez un verre, prenez l'apéro. L'idée c'est bien entendu qu'on puisse tout vous donner tout en passant un chouette moment ensemble. C'est le principe évidemment de ces réseaux sociaux, mais surtout d'Instagram qui nous permet comme ça de partager depuis le confinement pas mal de vidéos, de partage. Et avec, je l'espère pour vous toutes et vous tous, beaucoup d'émotions autour du vin. Alors, comme chaque mois, l'idée de cette heure passée ensemble, c'est de poser un petit peu les bases des coffrets de chefs-d'œuvre, pour savoir pourquoi on a choisi évidemment ces vins, qu'est-ce qui nous a fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui évidemment les compose, pourquoi est-ce qu'on a évidemment aussi choisi ce rythme dans ces coffrets, parce que, et surtout cette temporalité, cette saisonnalité dans les choix des vins qui animent ce coffret. Puis aussi, pourquoi cet équilibre là avec 2 vins rouges, un vin blanc par exemple dans le coffret En route vers les étoiles. On va vous expliquer un petit peu tout ça, puis surtout, on va essayer de vous stimuler autour évidemment de la proposition de chacune de ces bouteilles. L'idée c'est bien entendu de partager des coups de cœur, de vous donner un petit peu avec des sens, on va déguster ensemble évidemment ce qui forge les caractéristiques. En tout cas, je tenais à vous dire merci d'être présent et surtout commencer cette vidéo en parlant un petit peu de l'actualité du club de chef-d'œuvre. Ceux qui sont bien sûr inscrits au coffret ont peut-être vu passer une invitation pour une soirée qui aura lieu le 31 ici au 55 rue de Châteaudun, tout à l'aveugle, un beau parcours de dégustation, des jolis plats, plein de surprises. Le thème c'est méfiez-vous des apparences, donc évidemment quelque chose qui normalement devrait stimuler votre curiosité. Et puis sachez que nous ferons également en juin un autre événement, donc on vous en parlera un petit peu plus tard, mais l'idée c'est que tous ensemble on puisse partager évidemment des soirées. Là ce soir, Masterclass Bourgogne sur le thème où se cache la Bourgogne, évidemment, 12 vins à déguster, beaucoup de grandes bouteilles, mais surtout aussi des pirates qui sont là pour montrer un petit peu la nuance, la différence. L'idée c'est qu'on puisse évidemment mettre des mots sur des sens et surtout aller chercher les grandes signatures du vignoble bourguignon, au-delà bien sûr de l'étiquette. C'est ça qui est important aussi dans ces soirées. Alors un petit mot sur le premier coffret qui va donc orner que certains d'entre vous ont reçu évidemment pour ce mois de mai. On commence toujours par le premier coffret, la base, les fondations de chef-d'œuvre, 3 instants de consommation, 3 plaisirs différents. Ça fait maintenant 10 ans que ces coffrets existent et on est très heureux évidemment de continuer comme ça cette trajectoire de découverte. On dit toujours que c'est les coffrets qui nous permettent de prendre par la main un petit peu les clients, de leur faire boire d'autres choses que ce qu'ils auraient naturellement choisi. Et évidemment, alors évidemment, on retombe des fois sur des domaines qu'on a adorés, mais c'est surtout des coups de cœur et aussi des millésimes qui des fois viennent un petit peu comme ça ponctuer les propositions. Donc on va commencer tranquillement avec 3 domaines pour ce coffret du mois de mai, 3 domaines en bio, pour Biodynamie pour certains, et donc une orientation, vous allez voir, assez intéressante pour souligner d'abord l'envie de boire plus digeste, plus fin, puis surtout après d'aller chercher des rapports prix-plaisir tout aussi magnifiques. Et donc on va commencer par le vin blanc de cette série. Tout le monde connaît plus ou moins le domaine Zuslin, surtout si vous êtes amateur de vin en biodynamie alsacien. Ça fait partie des grandes signatures aujourd'hui du vignoble et ça fait partie, à mon sens en tout cas, des domaines incontournables du moment, avec une trajectoire opérée par les frères Zuslin, frères et sœurs, qui sont à la tête de cette propriété. Un domaine qui a, sachez-le, poussé le curseur de l'élaboration des grands vins rouges assez loin, un petit peu comme on peut le trouver également chez Alberman ou au Clos Saint-Landelin, chez la famille Muret. Des gens qui ont une véritable vision très agronomique, avec une vie des sols, un travail très respectueux de la nature et surtout une quête de complexité dans les raisins qui reflètent évidemment des choix assez engagés, hein, et puis surtout une vinification qui permet d'exprimer au mieux un petit peu tous les messages qui ont été imprimés par des lieux. J'aime l'idée que dans la gamme tout soit grand, ça c'est partie un petit peu de la promesse de ce domaine, que ce soit les créments dans ce Clos Liebenberg qu'on va déguster en Riesling ici, mais que ce soit aussi les autres propositions dans la gamme, et puis les grands crus Pfingsberg qui sont magnifiques, ou les grands crus Bollenberg qui sont pour les rouges en tout cas, à mon sens, des challengers solides pour ce que la Bourgogne propose. Donc notez bien l'adresse de cette propriété dans la mesure où elle est, à mon sens, un peu incontournable.
Et puis surtout peut-être voilà, à des top 10 du moment dans cette grande région qui, rappelons-le, est le plus gros mouvement biodynamique de France. Donc l'Alsace, chapeau à eux, chapeau à cette magnifique proposition aujourd'hui du domaine du Slin. Alors là, j'ai choisi ce Clos Liebenberg 2016 sur un énorme coup de cœur parce que j'ai eu la chance de le redéguster à l'aveugle récemment, et donc comme ces coffrets sont un petit peu ponctués par de l'émotion, du ressenti, etc., je voulais évidemment vous parler de cette parcelle. Le Clos Liebenberg, si vous vous penchez un petit peu sur le site du domaine, vous y trouverez plein d'informations. C'est très riche, très, très complet, mais c'est un monopole de 4 hectares dans lequel il y a une forme de biodiversité très particulière, des socles géologiques qui vont donner beaucoup de sapidité, beaucoup de style à ces Riesling. On pourrait penser d'ailleurs que dans l'offre des vins d'Alsace, et surtout dans l'offre des vins d'Alsace qui va bientôt peut-être se classer sous le système pyramidal avec les villages, les premiers crus, pourquoi pas les grands crus, c'est en train de se dessiner en tout cas en Alsace aujourd'hui, sachez-le, eh bien on pourrait dire que le cru Liebenberg, qui est juste en appellation Alsace, pourrait tutoyer, voire des fois dépasser pas mal de grands crus chez des voisins, donc c'est ça qui est intéressant. Tout ça passe bien entendu par des rendements maîtrisés, par une qualité de sol naturellement supérieure à ce qu'on trouve dans les plaines alsaciennes. Non, évidemment, on va chercher un petit peu des endroits qui ont de la géologie, qui ont des socles géologiques intéressants. Et donc là, je voulais vous faire déguster, on va en parler ensemble. Un Riesling que je trouve merveilleux, surtout quand il fait ce temps-là, là, vous voyez, très sapide, très agrumes confits, très citronnelle, très citron vert, plein de choses comme ça, qui va vraiment titiller les papilles. Donc on va l'ouvrir, on va en parler un petit peu, et l'idée surtout c'est que vous puissiez, vous, toutes et tous à la maison, voir un petit peu ce qu'est le Clos Liebenberg d'un point de vue sensoriel. Donc ceux qui vont bien sûr découvrir ces bouteilles avec moi, prenez vos bouteilles, et puis ceux qui les auront, qui regarderont cette vidéo plus tard évidemment, je vous laisserai apprécier. Petit détail sympathique sur le domaine Zuslin, vous observerez qu'ils ont des petites couches de cire comme ça, c'est vraiment un rempart, un dernier rempart, un petit peu comme on l'a chez Umbrecht, de cire qui permet d'éviter, si un bouchon fait mal son travail, que la bouteille devienne couleuse, et je trouve que c'est relativement esthétique et plutôt pratique et sympa. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait déployer de plus en plus, puisque cette petite touche de cire permet voilà, de limiter les dégâts si le bouchon ne fait pas bien son travail. Un petit mot sur le millésime 2016 quand même, c'est important. 2016 est une année, comme vous le savez, qui a été extrêmement challengeante dans la vigne au niveau de la pression fongique pendant la cycle végétatif. On a eu un des mois de juin les plus pluvieux ever, je pense, de la décennie. Ça a été peut-être un des plus difficiles. Alors il faut imaginer ce que ça représente quand on est en biodynamie. C'est voilà, quand vous n'avez pas des produits, voilà, il faut passer régulièrement. C'est un travail de tous les instants. Il y avait une grosse pression fongique. Je me rappelle qu'à Sancerre, il y avait du mildiou absolument partout, y compris même sur les grappes. C'était quand même hallucinant. Et donc c'est un millésime qui, in fine, est relativement miraculé. Puisqu'on a eu du gel au printemps, on a eu cette pression fongique absolument incroyable, et surtout derrière, on a eu ce combat complètement pendant le mois de juin et juillet contre la pression humide. Mais à la fin, ce qui a défini un petit peu le millésime 2014 pour la majorité des grands vignobles, c'est quand même des très bons équilibres sucre-acide, et finalement un très grand résultat dans le verre. En tout cas, moi j'adore toute la proposition alsacienne sur ce millésime, la proposition champenoise. La Bourgogne, elle a fait peu de vin, mais elle a fait aussi des belles choses, notamment dans les chardonnays que j'aime beaucoup. Et puis évidemment, 2016 a été une année du feu de Dieu aussi pour les côtes-rôties, hein, pour Châteauneuf-du-Pape, pour Belley, pour la Provence ou la Corse. Donc ce qui est né, ou à Bordeaux, on va en parler un petit peu, c'était un millésime finalement qui a donné en fait de grands résultats, alors qu'au départ, sincèrement, on n'était pas bien parti pour ça. Donc voilà, c'est parti des miracles de la nature. Alors, ce Clos Liebenberg 2016, ce qui est intéressant, c'est que le domaine d'abord prend à la sagesse de les commercialiser quand ils commencent à arriver à maturité. Je trouve ça vraiment admirable parce que dans les domaines alsaciens, on a quand même aussi cette rotation qui permet d'avoir des vins qui commencent à avoir de la conversation, surtout quand on a des vins qui ont besoin d'expression, qui ont besoin de se minéraliser, qui ont besoin de gagner un petit peu en texture et gagner en dimension. Et donc dans cette promesse des grands vins d'Alsace, surtout quand on a affaire ici à un vin qui est extrêmement sapide, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de sensations minérales, il faut que les vins soient commercialisés. On ne peut pas vendre de 2020 aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut qu'applaudir évidemment le choix fait par la famille Zuslin sur cette propriété qui décide de décaler un petit peu la commercialisation de ces vins. Et c'est la même chose pour les grands crus Pfingsberg 2017, magnifique, hein, ça c'est vraiment une des bouteilles qui rentrera dans la décennie je pense chez eux. Et puis sur les vins rouges également, ils commercialisent les vins quand ils commencent à chanter un petit peu dans le verre.
Alors un petit mot sur les sensations de ce Riesling que vous allez trouver, je l'espère, toutes et tous relativement dynamiques. On choisit toujours des vins un petit peu plus comme ça qui tirent beaucoup plus la salive hein, quand il fait mai, quand on est en mai, en juin. Je préfère sortir en tout cas pour ma consommation personnelle du cocooning, de la texture un petit peu ample parfois de certains profils. Je quitte personnellement moi souvent les profils un peu trop bourguignons ou alors des blancs du sud un peu plus confortables quand ils sont nés par exemple à base de Roussanne, de Marsanne et autres. Je les préfère dans d'autres saisonnalités. Là j'aime bien moi le dynamisme de la grume, du peps, du côté acidulé qui va bien sûr aller chercher les préparations un petit peu crues, les cuisines un peu plus légères et les choses comme ça, les ceviche, les carpaccio, etc. Donc moi j'aime bien cette promesse. C'est pour ça qu'on a fait évidemment ce choix de joli Riesling du Clos Liebenberg 2016 de Justin. Alors dans le fond du verre, vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que c'est un combo pas que variétal d'une proposition alsacienne. On n'a pas que le Riesling, on a le Riesling plus le sel du socle géologique. On sent que c'est minéral, on sent qu'il y a un prisme derrière ce vin qui n'est pas que la dimension variétale du Riesling, c'est la première promesse. Et donc derrière la sensation de lime, d'agrumes confits, de cédra, de petites touches également d'infusion de plantes. Je trouve que ce vin appelle à la réflexion, surtout à l'intérêt, enfin à la concentration. Et donc c'est un vin qui va se déployer au fur et à mesure qu'on l'aérera évidemment et qui, voilà, je pense, a beaucoup de choses à dire. Donc là, je déguste à une température qui est pas trop froide. J'aime bien cette idée d'abord de ne pas figer les vins par le froid, mais surtout, ça leur donne un peu de texture. Et je vous invite à réfléchir à ça. C'est l'équilibre des vins, malgré évidemment, parce qu'il faut regarder dans les blancs comme ça, c'est le pH et l'acidité. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas de sucre résiduel pour ne pas se tromper sur la température. Mais là, je sers à 14 degrés, donc la température d'une cave de conservation. Et objectivement, aromatiquement, ça chante relativement bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a ce prisme salin, iodé, marin, qui épouse la concentration agrumée du Riesling. Et ça, je trouve, c'est chouette. On a généralement ça dans des grands crus, hein. Mais là, on a évidemment un socle géologique particulier qui permet évidemment de hisser un petit peu ce Clos Liebenberg 2016 à un autre niveau de conversation que ce qu'il peut proposer, ce qu'on peut trouver dans des Alsaces classiques. Pour ceux qui vont déguster ce vin à la maison, vous observerez, moi j'aime beaucoup ce genre d'étalon, ce caractère très racé en fait des Riesling qui sont ici parfaitement secs, très concentrés, très corsés autour des messages de l'agrume, du sel, de la salivation. Donc beaucoup de rythme, ça va à toute vitesse. Et puis des vrais extraits secs, une vraie persistance aromatique intense, avec beaucoup plus en fait que ce que l'appellation naturellement Alsace peut donner dans la hiérarchie des vins de la région. Donc chapeau évidemment à cette proposition de la famille Zuslin sur le Clos Liebenberg, parce que là je trouve que dans le moment où on le boit, c'est-à-dire 6 ans, plus cet équilibre-là, cette concentration, tout en gardant évidemment beaucoup de jeunesse, d'esprit, une capacité à vieillir qui sera admirable certainement pour 2016, eh bien on a évidemment un alignement des planètes qui permet d'abord d'en profiter, mais surtout d'imaginer encore beaucoup plus de complexité, et certainement la complexité d'un grand cru. J'ai eu la chance d'en goûter quelques-uns qui étaient un peu plus à la maturité, ça tire souvent sur le caramel d'agrumes, l'orange confite, l'orange orientale des fois, des choses comme ça. Ça tire un petit peu plus sur le confit évidemment dans les saveurs, mais ça vieillit très très bien avec le Liebenberg. Donc un baby grand cru quoi, avec une cape dans le dos, et ça mérite évidemment d'être apprécié pour ce que c'est. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la proposition de ce 2016, c'est l'équilibre alcool. Parce qu'on est à 12,5 d'alcool acquis sur une grosse concentration avec un pH assez bas et des bonnes sensations salivantes. Donc en fait ça fait des équilibres qu'on a quasiment perdus évidemment dans la région, dans la mesure où les millésimes se sont succédés. Salut les amis. Les millésimes se sont succédés de manière un petit peu solaire. Je pense à bien sûr 18, 19, etc. Et on a, je pense en Alsace maintenant compris, et surtout avec des viticultures très engagées, qu'il fallait évidemment limiter ça, mais il n'est pas rare de tomber quand même sur des vins qui font 14, 14,5, ce qui sur le Riesling gomme un petit peu les messages de la sapidité et du minéral, je trouve, en tout cas, et puis ça étoffe un petit peu trop, je trouve, la texture des bouches. Alors, on va pas faire de procès quand on a affaire à un très très grand terroir type grand cru de légende, etc. Pourquoi pas, mais moi je préfère en tout cas en tant que consommateur et pour le caractère digeste, parfumé et sapide des grands vins d'Alsace, pour le Riesling en tout cas, les concentrations peuvent être là sur des équilibres alcool qui sont plus mesurés. Donc voilà, bon message. Je pense aussi que ce genre de vin
permettent voilà, des associations mets-vins plus subtiles, plus fines. Alors pendant qu'on en parle évidemment, et je vous invite évidemment à être très orienté sur tout ce qui est évidemment cru, marin, un petit peu iodé, vous pouvez jouer sur l'agrume, le cédrat, vous pouvez jouer sur tout ce qui est bien sûr tartare, carpaccio, ceviche, vous pouvez jouer évidemment avec aussi des combos un peu thaï, des choses comme ça, si vous voulez faire du cru un petit peu avec de la citronnelle, du gingembre, des choses comme ça, vous pouvez ouvrir le champ des possibles sur cette proposition de Riesling. Si vous la faites un peu mûrir, vous pourrez jouer après peut-être sur du citron confit, des choses comme ça, des préparations où on a du citron confit. Vous pouvez même jouer sur certaines salades, certaines préparations qui sont intéressantes, hein. Par exemple, je sais pas moi, une jolie salade. Ouais, c'est la fin des petits pois, mais l'autre fois j'ai fait ça à la maison, petits pois, burrata, citron confit, fait et jus de citron, un petit peu de coriandre, des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup ce genre de contraste avec un grand Riesling, c'est un tremplin olympique magnifique. Et donc l'idée c'est aussi allier parfois des associations un peu végétales, des herbes coupées, voilà, tout ce qui est un petit peu végétal mentholé fonctionne également très très bien en rang par rang ascensionnel pour les plaisirs proposés par le Clos Liebenberg. Donc pensez-y, sachez que aussi les chèvres frais de la saison sont très intéressantes, ça fait partie évidemment de la proposition de la saisonnalité des vins. Si vous n'avez pas de Sauvignon, des choses comme ça, ou de grand vin du Mâconnais, un grand Riesling sur un chèvre un petit peu frais, des agrumes, des choses comme ça en contraste, ça permet d'avoir, avec un petit trait d'huile d'olive, pas mal de plaisir sur des choses assez aériennes et fraîches, adéquates pour le printemps. Alors voilà pour ce coup de cœur, chapeau, famille Zuslin, coup de cœur pour ce Clos Liebenberg 2016. C'est pas la première fois qu'on met un vin du domaine dans un coffret chef-d'œuvre. On a beaucoup servi de vin du domaine et des fois des vieux millésimes, mais ça évidemment ça fait partie des jolies cases incontournables de la région à mon sens. Deuxième plaisir de ce coffret, 3 bouteilles en route vers les étoiles. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, je présente donc les coffrets chefs-d'œuvre du mois de mai. C'est toujours une petite heure passée comme ça sur Instagram pour vous parler un petit peu de nos coups de cœur. Là on est sur le premier coffret de chef-d'œuvre, 3 bouteilles, 3 instants de consommation, 3 plaisirs différents. Le mois dernier vous aviez eu 2 bouteilles de blanc, 1 bouteille de rouge. Donc cette année, ce mois-ci on inverse. Pour ceux qui se posent des questions, c'est toujours quelque chose de très équilibré dans les propositions entre les bulles, les secs, des fois un peu de moelleux, des blancs, des rouges, tout ce qui évidemment est excellent à notre sens. Là, petite figure de style et un coup de chapeau à Mathieu qui travaille chez Scheder avec moi, qui source des vins, qui est tombé comme moi en tout cas sous le charme de la proposition de cette propriété du Clos du Caillou, de la famille Vacheron. Peut-être que vous connaissez des cousins Vacheron qui sont bien sûr à Sancerre, mais là on parle de Châteauneuf-du-Pape. Un domaine qui est assez intéressant et l'anecdote est très intéressante sur la propriété. Je vous invite à y aller et à creuser, puisque là vous êtes en plein milieu en fait du bois de Rayas, à quelques centaines de mètres de Rayas sur cette propriété. Et historiquement en fait la propriété de ce domaine aurait dû être classée pour intégralité en Châteauneuf-du-Pape. Mais dans les années 20, le garde de chasse qui gardait ce bois n'avait pas très envie de laisser partir ces potentiels vignobles de Châteauneuf-du-Pape dans l'appellation et donc il a foutu les gens de l'INAO dehors avec son fusil et évidemment ça n'a pas permis d'avoir les vins de l'appellation classés en Châteauneuf pour tous. Il y a des très bons Côtes-du-Rhône, sachez-le, mais il y a quelques Châteauneuf-du-Pape qui sont vraiment remarquables et je vous invite à goûter la série de 2020 que j'ai adoré moi personnellement. En tout cas, dans la gamme des vins qu'on a dégustés sur le dernier vin, des derniers millésimes, c'était un strike total. Il y a des très très belles cuvées avec des vieilles vignes de Grenache sur des terroirs de sable, des safres, des fois des assemblages classiques de Châteauneuf qui sont très très fins. Mais là, je voulais vous faire goûter cette cuvée nature parce qu'elle est un peu comme son nom l'indique, une invitation à un vin nature un peu maîtrisé, ce qui n'est pas toujours, à mon sens, le cas quand on est dans des climatologies un petit peu chaudes comme ça. Bon, là, je trouve que les vins nature peuvent trouver rapidement leurs limites dans la précision, dans le manque des fois de précision dans les aromatiques ou souvent dans les structures de bouche. Et là, quand on a dégusté ce vin, on est tombé un peu sous le charme de la proposition, sur ce caractère quasi petits fruits écrasés, fraises au sucre, etc. On va en parler. Mais voilà, pour la petite anecdote, Esprit Nature, c'est le vin qui donc est issu de Vieux Grenache ici, et qui est la signature de la famille Vacheron au Clos du Caillou. Alors, au-delà de la proposition un petit peu audacieuse, ce qu'on a voulu évidemment imprimer dans ce vin, c'est le côté très digeste, très parfumé et très digeste que peuvent avoir évidemment ce genre de style de vin sur des appellations solaires et puissantes comme Châteauneuf ou ses entourages. Donc ça c'est le premier message. L'idée c'est de se dire comment en fait
le travail sur le fil sans soufre permet d'aérer un petit peu la structure des fois un petit peu puissante de ces territoires. Donc ça, c'était une vraie réflexion. Je suis pas complètement encore convaincu par la totalité des propositions qui sont faites comme ça, mais j'ai trouvé que celle-là était vraiment juste et précise, et donc je voulais partager avec vous. C'est 2021 qu'on déguste, un millésime évidemment que vous avez tous connu, avec une pression incroyable, un gel sacré, enfin vraiment terrible, qui a failli faire perdre tout à quasiment l'intégralité du vignoble français, très tardif également, mais dans lequel évidemment la partie sud semble s'en être bien sortie. En tout cas, Châteauneuf-du-Pape pense avoir fait quand même de jolis vins. Évidemment, vous avez une démonstration ici par l'exemple de ce qu'est en fait les premiers, ce que sont en tout cas les premiers 2021 dans un verre. Alors dans cette proposition, ce que j'ai apprécié particulièrement dans cette lecture du Grenache, c'est le caractère un peu libéré, de pivoine, de notes fleuries, de choses un peu de fraises écrasées, de ce côté marmelade de vieux garçon là qui est dans le fond du verre et qui respire pas trop les degrés d'alcool et la puissance. Moi j'ai aimé ce caractère un petit peu aussi primaire, printanier, vin primaire, vin primeur, voilà, qui souligne évidemment les plaisirs du printemps. Mais en bouche surtout, ce que j'ai aimé, c'est la finesse des traits. Donc on n'a pas trop l'habitude de mettre des vins comme ça aussi jeunes dans les coffrets de chef-d'œuvre. Mais ce que je voulais évidemment démontrer avec cette bouteille, c'est que sur ce profil un peu nature comme ça, on passe par la gamme aromatique un peu primaire du fruit, par un petit caractère également très fin végétal, un poil mentholé. On a ce côté feuille de menthe en bouche qui arrive tranquillement comme ça, qui est derrière les petites nuances de fruits noirs, de baies acidulées et puis de petites fraises au sucre là. Et je trouve que c'est relativement enthousiasmant. On pourrait imaginer dans cette proposition sur la jeunesse aussi des contrastes qui rappellent évidemment sur le caractère un peu poivré, le gamay quand il est grappe entière et vinifié dans le Beaujolais, hein, par exemple, dans ces styles. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vin qui est assez changeant aussi. Et moi j'ai beaucoup apprécié à l'ouverture de cette bouteille, malgré l'évidente jeunesse de la proposition, eh bien, la composition florale, le caractère aérien. Et donc on prend le problème à l'envers avec cette proposition de mai 2022, pardon. C'est de se dire qu'on n'est pas condamné à avoir des vins qui font 14,5 avec des structures de glycérol importantes, etc. dans ces propositions de Grenache du sud de la France. Et donc là, dans cette proposition un peu plus joyeuse des Côtes-du-Rhône, je voulais simplement piquer la curiosité de ceux qui nous suivent à travers ces coffrets. On espère évidemment que ça sera évidemment un vin qui sera vu comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire un vin relativement joyeux, gourmand, adéquat pour des préparations relativement simples. Il ne faudra pas aller chercher midi à 14h en cuisine et ce ne sera pas la peine de mettre votre tablier Top Chef pour illustrer un petit peu, pour le mettre en valeur. Mais allez simplement boire ce qu'il est pour ce qu'il est. Pour moi, c'est un vin de saisonnalité, de spontanéité, et dans lequel, si vous le servez là pour le coup, un peu sur le fil de la fraîcheur à 14 degrés, là évidemment il y a pas mal de plaisir. Un petit détail simplement, d'un point de vue de la texture et de l'univers aromatique des vins, quand on est comme ça sur des vins qui sont quasi peu protégés, ce qu'il faut vraiment chercher, c'est la vraie structure du vin quand même, que ce n'est pas quelque chose qui s'effondre totalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la précision aromatique. Parce que très souvent, en fait, dans la proposition des vins nature, des fois, c'est assez aléatoire. Il faut être assez attentif, à mon avis, parce que souvent, on peut tomber rapidement sur des déviances. Et donc là, ce que j'ai trouvé, c'était l'agilité de la proposition, le caractère un petit peu comme ça, où on marche sur des œufs. On n'est pas totalement structurellement puissant comme dans le sud, mais on est quand même sur quelque chose de relativement raffiné et précis. Donc, dans la composition des vins, les rares vins en tout cas, un peu nature que l'on met dans ces coffrets, voilà une proposition et surtout un coup de cœur, ça s'appelle Nature 2021, Clos des Cailloux. Alors ensuite, ce qui est intéressant dans la troisième bouteille de ce coffret En route vers les étoiles, c'est ce coup de cœur de Biodivin. Alors une rencontre que j'ai faite totalement par hasard. On était en novembre dernier à Paris dans ce salon qui évidemment permet de déguster en une seule journée la majorité de ce qui se fait en biodynamie dans l'Hexagone, et sur certaines propriétés évidemment on ne fait que repasser, voir les domaines, et surtout avoir une vraie festival de Cannes. ouais, c'est le festival de Manuel là surtout. Donc Château Jean Faux, c'est une vraie découverte. Fin de salon, je me rappelle, le soir, j'ai pu découvrir ce vin. J'ai d'abord goûté,
Et puis, sans trop me concentrer au départ, j'étais sur une petite table où il y avait les propriétaires qui discutaient à côté avec d'autres personnes. J'ai simplement goûté le vin pour ce qu'il était. Et sincèrement, sur 2016, j'ai flashé. Et donc, vous savez, 2016 est une magnifique année, on en parlait tout à l'heure, en général dans l'Hexagone, par rapport à ce elle pensait nous offrir. Mais à Bordeaux, sincèrement, c'est un millésime qui est fabuleux, parce qu'il est un peu comme 2010. Il a la maturité, l'acidité, il a la concentration, et il a surtout, en fait, une forme de classe, y compris dans tous les niveaux de hiérarchie de ce vignoble bordelais, que vous soyez dans les très grands crus, évidemment, crus classés et grands terroirs, notamment sur la rive gauche, c'est de l'éblouissant total, hein, à Pauillac, il faut voir les 2016, c'est un truc de fou, mais je pense que c'est surtout aussi un millésime qui a servi les appellations plus challengeantes, hein, évidemment, on ne fait pas aussi facilement des grands vins sur les secteurs de l'entre-deux-mers ou sur d'autres secteurs d'appellations satellites. Et là, dans ce Bordeaux supérieur, eh bien, vous allez pouvoir certainement retrouver quelque chose, un pédigré de beau terroir en tout cas, un pédigré de bel équilibre de beau terroir, avec une composition aromatique donc dominée par Merlot évidemment sur cet assemblage qui représente à peu près 80% et 20% de Merlot. Et cette propriété, c'est pour la petite anecdote une propriété qui a été reconvertie en 2011 en bio, et puis qui s'est bien sûr mis à la biodynamie, puis qui est aussi la propriété d'une personne qui s'est... je vous inviterai à aller voir sur le site de Chef d'œuvre tous les petits détails qu'on a précisés dans la fiche, mais c'est un ancien tonnelier. Et donc j'avais apprécié le fond assez sérieux de ce vin, et puis surtout la gamme aromatique assez complexe proposée au moment de la dégustation. Donc aujourd'hui on le refait découvrir dans une phase avec une ouverture encore supérieure par rapport à ce que j'avais dégusté. C'est un vin qui commence à arriver à maturité. Et puis vous allez voir, ce que j'ai trouvé de vraiment, vraiment beau dans ce vin, c'est la complexité acquise, l'évolution lente du vin, le caractère un peu truffé en filigrane, et puis le rapport prix-plaisir juste dément, parce que c'est une bouteille qui vaut une vingtaine d'euros. Voilà. Donc c'est pour des domaines qui font des efforts et qui ont des viticultures assez engagées dans la région, ça reste évidemment quelque chose de très intéressant. Alors dans le verre de ce Château Genfaux 2016, vous allez pouvoir plonger dans ce qui est évidemment la concentration naturelle d'un beau millésime, avec ce côté, ces instances de cassis en gelée, des petites nuances de prunelle, des petites touches comme ça d'un fruit qui garde du crunchy et de l'acidulé en même temps. On n'est pas que sur le merlot très dense et très mûr comme on les trouve très souvent, et ça je pense qu'évidemment sur le millésime c'est assez salvateur. On a cet équilibre sucre-acidité qui est déjà perceptible dans la composition du fruit. Et on n'est pas du tout sur un vin qui a été couvert par du bois ou par de l'ambition boisée. Donc ce que j'aime bien dans cette première composition aromatique, c'est le croquant encore de la composition, et dans lequel évidemment on peut après aller chercher toutes les tonalités intéressantes qu'on aura avec l'évolution. Alors dans cette promesse, vous tomberez un petit peu sur un petit trait le caractère un petit peu évidemment réglissé, bois de cèdre, petite touche évidemment de bois noble qui va habiller un petit peu tranquillement comme ça ce cassis. On a cette sensation, on voit le cabernet franc qui arrive avec cette dimension un petit peu mentholée, feuilles de cassis et autres, qui pousse un peu ces messages et qui les amène dans une version un peu fraîche. Et puis un petit peu d'évolution maintenant, dans un très léger réveil automnal des saveurs. Ça commence tranquillement à tirer sur l'humus très léger. Et j'aime bien ce petit clin d'œil à l'ouverture aromatique déjà proposée par ce Genfaux 2016. Alors pourquoi je crache pas? Parce que ce vin, en fait, ce qui est vraiment excitant pour les papilles, pour moi, c'est cette concentration un peu comme sur le Riesling tout à l'heure, de la densité d'un fruit assez juteux, et puis après de quelque chose de très très salivant et de très doux en tanin. Même si on a un petit peu de tanin qui en final viennent jouer comme ça avec les papilles, je trouve que dans Genfaux 2016, il y a une forme de buvabilité, de souffle, de caractère comme ça qui appelle en fait à un autre verre, et dans lequel il n'y a pas d'amertume prononcée, pas de boisés qui viennent un petit peu comme ça marquer les finales de bouche, ce qui fait qu'en fait les papilles ne saturent pas. Et dans cette promesse-là, le vin va comme ça tranquillement appeler un deuxième verre, à beaucoup de relaxation, les papilles sont relativement décontractées sur son passage, et dans cette promesse, on a affaire à quelque chose de relativement sympathique, plutôt, vous l'avez compris, hein, spontané, jovial, suave, mais avec du fond quand même. Parce que si on observe bien, c'est un vin qui a une vraie persistance. Avec presque des rappels sur des codes ligériens, sur la rétro-olfaction,
caractère un peu mentholé, feuille de cassis, ce côté nuage un petit peu un peu frais qui vient derrière comme ça. Et puis, on a presque, bon, on n'a pas le calcaire et le pédigré des grands terroirs de Saint-Émilion, mais on a quelque chose quand même dans ce vin qui nous ramène à la terre, une sensation en fait d'un socle géologique qui commence à participer un petit peu à l'équation. Et dans cette promesse, évidemment, ce que je trouve admirable, c'est la manière dont les planètes sont alignées dans ce vin, c'est-à-dire texture en demi-corps, sensation bien salivante, tanin relativement poudré, nuage un petit peu comme ça qui vient en rétro-olfaction. C'est pas une bête à concours, c'est un vin qui pour moi crée du plaisir et de l'émotion. Et dans cette promesse-là, j'aime bien qu'on arrive dans les Bordeaux supérieurs, sans vouloir faire la grenouille plus grosse que le bœuf, à proposer quelque chose de cohérent, né d'une belle viticulture et de très savoureux avec cette proposition du Château Jeanfou 2016. Donc 3 instants de consommation, vous l'avez compris, 3 coups de cœur, 3 plaisirs différents. Je ne vais pas parler des associations Mets et Vins, mais évidemment, il va falloir faire chauffer le barbecue, en tout cas le temps nous l'appelle. Mais faites marcher un petit peu tout ce qui est un petit peu fumé, pensez au caractère un petit peu comme ça, empyromatique, qui peut faire un petit peu écho comme ça à ce qu'on aime bien évidemment dans les grands vins de Bordeaux sur la rive gauche. Mais supplice doux amer de t'écouter déguster. Merci Fabien. Ce qui est intéressant dans les compositions, c'est aussi bien sûr jouer sur des préparations autour de la betterave, des jus un peu courts. Vous pouvez faire plein de propositions qui sont un peu plus audacieuses que simplement une pièce de viande grillée ou autre. Il faut creuser un petit peu l'univers des possibles. Moi j'aime aussi dans cette douceur de tanin la capacité qu'aura ce vin à aller chercher quelque chose autour de la cerise, évidemment au mois de juin, ou des choses comme ça. Donc pensez au canard, pensez à ces choses-là. Ça sera évidemment une belle composition, mais surtout aussi un vin de décontraction, avouons-le, pourquoi pas partager un verre tout simplement. Alors 3 instants de consommation, 3 plaisirs, 3 domaines en bio, on l'a même pas fait exprès, mais globalement c'est un peu, c'est vrai. La famille Jusselin, évidemment, Clos Liebenberg 2016, ici Jeanfou 2016, super Bordeaux supérieur, 20 €, c'est vraiment magnifique. Enfin, quand on boit des vins régulièrement dans ces prix-là à Bordeaux, on s'autorise un petit peu de benchmark. Là, je peux vous dire que ça fait partie des meilleures sensations prix-plaisir que j'ai pour moi dégusté sur l'année 2021. Et puis, un petit clin d'œil évidemment à une figure de style où on allège évidemment les grenages sudistes ici avec un profil un peu nature sur le Clos du Caillou, une proposition un peu audacieuse mais précise, je précise évidemment, ça c'est très important, de ce que évidemment ce type de vinification peut nous apporter ou pas. Alors voilà pour cette première composition des coffrets de chef-d'œuvre. Évidemment, c'est au rythme évidemment des découvertes, on vous l'a dit, et surtout des différents instants de consommation. Buvez les 2 vins rouges comme étant évidemment quelque chose en mode décontraction, apéritif, sympathique, dîner entre amis, etc. Mais le Riesling du Clos Liebenberg, lui, peut, à mon avis, aller chercher à table des préparations un peu plus gastronomiques et surtout du potentiel de garde. Donc si vous avez évidemment une bonne cave, n'hésitez pas à mettre en cave parce que c'est que le début de l'histoire pour ce 2016, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième coffret de cette série du mois de mai, les coffrets découvertes, 2 bouteilles, 2 instants de consommation, un prix beaucoup plus abordable, et surtout après des coups de cœur, des petites choses comme ça. Alors certains qui sont abonnés au coffret en route vers les étoiles ont déjà eu la présentation de cette propriété qu'on ne présente même pas d'ailleurs, qui est évidemment assez connue, mais vous savez que la Ligotée is back. La Ligotée, c'est vraiment le cépage dans lequel aujourd'hui on peut trouver peut-être des compositions de plus en plus amusantes, des choses de plus en plus excitantes pour les papilles. On ne les a jamais fait aussi bien qu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais été aussi meilleurs qu'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de les comparer et surtout de comparer les styles. Donc, dans la promesse de ce premier blanc de découverte que certains d'entre vous ont déjà eu la chance de découvrir, la famille de Monty fait partie de ceux qui, pour moi en tout cas, font un joli aligoté imprimé par du style. Alors, il y en a d'autres, souvent à Puligny, Meursault, ou dans des grands domaines comme ça, il y a des propositions d'aligoté qui sont un peu travaillées, qui sont un petit peu fermentées sous bois, qui ont des vrais élevages. C'est pas juste des trucs comme ça qui font le double de rendement que le chardonnay, puisque c'est le cas. L'aligoté, ça fait beaucoup plus de rendement que le chardonnay. C'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas planté non plus on le plante pas forcément sur les grands terroirs, alors qu'on devrait. Ça fait partie aussi des réflexions de l'avenir sur la Bourgogne face à ces enjeux et surtout par rapport au réchauffement climatique. Ou est-ce que la ligotée dans un coteau sur un premier cru pourrait donner des choses incroyables?
Bon, je crois que certaines personnes comme la lobbyiste de roi ont déjà commencé à répondre à la question, mais ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, pour ceux qui vraiment veulent benchmarker, c'est que aujourd'hui il y a des compositions superbes. Je vous invite à goûter par exemple les Marsanettes de Sylvain Pataille qui sont sur des parcellaires, qui font des vins remarquables, les Clos des Perrières de chez Thibault Léger-Belair qui font aussi sur des socles géologiques intéressants des vins de lieu plus que des vins de cépage. Puis ce que j'aime dans cette proposition évidemment de cette aligoté, enfin des aligotés en général maintenant sur la Bourgogne, c'est que on le voit à Bouzeron, mais on le voit ailleurs, c'est un véritable calque des lieux souvent. Plus que le chardonnay d'ailleurs, hein, le chardonnay a tendance à prendre plus de place que la ligotée dans le relief et le reflet des lieux. Et donc dans cette bouteille de 2019 de chez De Montilly, que je vous ouvrais tout de suite, bien, il y a un embryon de plaisir autour du chardonnay. Ça n'est pas une grande bouteille de longévité, etc. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais vous verrez que moi ce que j'aime bien aussi, c'est la salivation, c'est le rythme, c'est le caractère appétant de ces vins qui sont beaucoup plus en rythme, en dégustation que le chardonnay. Et donc on sort un petit peu finalement dans cette Bourgogne qui nous échappe, hein, clairement, au niveau des prix, au niveau de plein de choses. Eh bien, c'est intéressant de retrouver évidemment des vins un petit peu plus comme ça, sur le caractère appétant, gentil, sans non plus y craquer totalement sa tirelire. Donc c'est intéressant de voir comment finalement le réchauffement climatique et surtout l'évolution des mentalités autour de la ligotée permet d'avoir des plaisirs très différents. Alors c'est un vin qui est bouché en diam, on pourra en parler un petit peu si vous voulez. J'ai rien contre les diams, au contraire, je pense que même d'ailleurs si ceux qui se posent la question, encore hier j'ai ouvert 12 bouteilles de très grand vin d'un très grand cru d'Italie, et sincèrement quand 8 bouteilles sur 12 étaient pas tout à fait au rendez-vous, je peux vous assurer que j'aurais préféré que ce soit bouché en diam. J'ai pas de conviction profonde sur le type de diam, de machin, mais je sais qu'il y a des capacités mécaniques différentes selon les bouchons. Je pense que les vins doivent être vraiment bien préparés en amont de ce type de bouchage, parce que sinon c'est le carton rouge souvent sur la réduction, sur le gaz carbonique qui est préservé, voilà, ces bouchages là, faut que le vin soit bien préparé, hein, clairement, en amont. Ce qui était un peu le cas pour ce 2019 en aligoté de chez De Montilly. Pourtant c'est un domaine qui travaille beaucoup sur la réduction, et il faut pas hésiter à carafer ce genre de flacons quand on veut évidemment en profiter pleinement. Mais après, une fois que vous serez passé outre de cette voilà, ce fin de moment d'ouverture, vous allez pouvoir évidemment aller chercher le vrai caractère de la ligotée. Alors là, dans ce verre, là je le déguste à la température de la cave, il est 14 degrés, donc pas dans un truc glacé. Et ce que j'aime bien en fait dans la composition de la ligotée en général, c'est son caractère un petit peu plus saillant, son fruit un peu plus écorché, ses caractères sucrés, comme les pommes de verger qu'on trouve en Normandie, ce qu'on appelle les pommes douces amères, hein, on voit ce contraste où on a un peu de texture, mais on passe aussi par l'acidulé et l'amertume très fine. Et donc ce caractère fruit de verger, pomme acidulée, qui est un peu plugué des fois, des notes un peu plantes, racinaires, des choses comme ça. Ça nous sort un petit peu du caractère cocooning, lactique beurré, noiseté du chardonnay, et ou des fois évidemment un peu agrumé ou pierreux s'il est sur un grand socle, mais globalement là vous avez affaire à quelque chose de relativement avenant et sympathique, et puis qui vient chatouiller un petit peu les papilles comme ça. Je peux vous dire que sur 2019, les aligotés, ils étaient mûrs et concentrés. Ça, c'est vraiment rare parce que 2019 est connu pour ça, hein. Petit rendement, concentration extrême, maturité et acidité. Donc c'est ça qui fait un grand millésime généralement. Et c'est pas vrai que sur les chardonnays, c'est vrai sur les aligotés, c'est vrai sur les pinots, et ça sera vrai aussi certainement, enfin c'est vrai sur les gamay, on le sait, même si c'était un millésime relativement chaud pour la région du Beaujolais typiquement. Mais globalement 2019, sur ces équilibres-là, a permis un petit peu de concentrer les messages et de faire des vins un petit peu moins fluides et un peu moins, on va dire, fuyant des fois en finale de bouche que ce que la ligotée propose naturellement, aussi bon soit-il, aussi vieille que voilà, des fois vous avez des très vieilles vignes, hein, je pense aux aligotées de Mikulski ou des vins comme ça qui ont de la concentration par les vieilles vignes. Mais quand on est sur des vignes qui sont un peu vigoureux, des plants qui sont un peu vigoureux, la ligotée ça peut vite des fois partir comme ça en finale de bouche assez léger, alors que là en fait on a quelque chose qui imprime bien les messages. Je préfère en ce moment là sur la phase de la dégustation la phase sensorielle tactile du vin que son aromatique olfactive, hein, qui je pense encore quand même dans la simplicité et le message un peu primaire de la proposition. Mais par contre en bouche ça va bien tirer la salive, c'est très appétant,
ça donne le sourire, quoi. Deuxième gorgée, je la bois, je la crache pas. Très intéressant de voir comment c'est pas ce genre de vin. Il y a un très léger couvert du boîte qui est très très fin, qui vient un petit peu enrober ça. Alors on boise pas pour boiser, on élève simplement. J'aime cette idée en tout cas qu'on élève les aligotés pour leur donner de la dimension et de la respiration surtout, et qu'on les sorte simplement du schéma cuvinox, réduction en gaz, machin, des fois avec des mises en bouteille très précoces. Franchement, ça sert pas les vins et ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça. En tout cas, bon, si vous avez les chiés de Montilly, bah, vous comprendrez que les vins sont évidemment sur les blancs, en tout cas, vraiment construits sur le fil, sur des maturités, acidités un peu saillantes comme ça. C'est un peu le style du domaine. Vous goûterez des jolis vins dans les Chalumeaux à Puligny, sur Saint-Aubin. Vous dégusterez certaines parcelles, notamment dans les Cailleraie, qui sont assez incontournables dans le cœur, évidemment, de ceux qui aiment ce secteur de Puligny-Montrachet. Mais voilà, c'est un style sans concession, hein. Alix de Montilly, elle a avec au domaine, on a fait un petit peu les choix, vous savez, comme on les a fait chez Jean-Marc Rouleau et autres, donc d'aller sur la maturité des baies, vraiment dans le croquant et l'acidulé, plus que dans la maturité et la dimension un peu ample que les Bourgognes nous ont offert des fois en Bourgogne. Donc voilà pour la petite anecdote, le domaine, le style, et cette bouteille d'aligoté qui, avouons-le, valait le coup. Deuxième bouteille, je vais pas revenir dessus, puisque c'était évidemment cette deuxième proposition, on a pu en mettre dans les coffrets découvertes également, de Jean Faux, 2016. Je ne reviendrai pas pour ceux qui ont repris la vidéo en route, mais revoyez cette vidéo en replay. C'était une composition évidemment relativement intéressante, Bordeaux-Bourgogne, là pour le coffret découverte. On ne s'est pas aventuré trop ailleurs sur cette proposition, mais sachez qu'évidemment, on s'autorise évidemment toutes les régions et tous les plaisirs dans ces coffrets découvertes. Un petit mot sur le coffret maintenant qui sera absolument rouge, 3 bouteilles. Puisque on a évidemment voulu il y a des personnes qui ne préfèrent que les vins rouges chez Chef d'Œuvre, donc on a des clients qui nous suivent que pour ça. On a voulu souligner 2 choses dans ce coffret. Une bouteille intéressante, c'est d'ailleurs on va peut-être en parler un petit peu ce soir chez Chef d'Œuvre. Je vais vous faire goûter ce château de Villeneuve 2014 à Châteauneuf-du-Pape qui illustre pour moi l'intérêt que peut avoir un millésime en justesse de maturité sur des terroirs chauds et solaires. Et surtout, en fait, dans le style ici, un peu à l'ancienne, grappe entière, cuve en nid, vraiment le Châteauneuf qui se fait tout seul dans le temps. Une proposition en fait où la prouesse stylistique ou l'élevage ou l'art de l'élevage n'a pas vraiment lieu d'être. Et j'aime cette idée en tout cas que les vins sur les vignes, et les terroirs en tout cas de cette appellation Châteauneuf-du-Pape où les vins puissent se faire un peu seuls. C'est pas drôle dans la jeunesse, les vins de Villeneuve, mais quand ça vieillit, on se rend compte évidemment de l'évidence en fait. On se dit, bon, c'est ça un peu la magie de Châteauneuf. C'est cette capacité qu'ont les vins avec les années à être naturellement supérieurs à tout ce qui se produit autour, avec des belles courbes d'évolution, et dans laquelle en fait l'empreinte stylistique de l'homme n'est quasiment plus perceptible. C'est vrai un peu dans toutes les régions, hein, sur les grands lieux. Mais là, au domaine, on ne juge pas l'esthétique des vins jeunes, on les juge à maturité. Et c'est en 2014, alors pour la petite anecdote, dans une soirée Chef d'Œuvre Blind Blind, on l'avait servi à l'aveugle. Il y avait une poignée en fin de soirée de membres de Chef d'Œuvre qui étaient là, qui ne voulaient plus partir, et nous non plus d'ailleurs. Et on a servi cette bouteille, je vais vous l'ouvrir, je vais vous la commenter. Mais l'idée c'est que vous puissiez évidemment découvrir 2014 dans sa composition quasi bourguignonne dans son équilibre. Parce qu'elle est vraiment... 2014 c'est un millésime très froid. À Châteauneuf-du-Pape c'était une année qui était relativement humide et dans laquelle les structures n'étaient pas vraiment en face. Et honnêtement moi j'adore. Parce que par exemple tous les 14 que j'ai dégustés, là, le domaine de Marcoux, les 14 de ce domaine ou... des petites années comme ça, ça pinote plus, ça floralise plus, ça fait des bouches moins structurelles, moins de glycérol, moins de sucrosité. Et dans cette composition, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir. Donc je voulais évidemment partager ce coup de cœur avec vous. C'était ce sont des 14 qu'on a acheté directement au domaine, qui permettent évidemment de mettre d'abord dans le verre, vous allez voir, quelque chose d'assez bluffant. Donc un Châteauneuf, regardez la robe de ça. C'est rubis, à peine appuyé, très léger frangé comme ça. Vous voyez, ça sent le joli vin évanescent, pot pourri, rose séché, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein. Le nez, ça vous plonge dans quelque chose de très parfumé. On sent évidemment qu'on a un petit peu de dimension
méditerranéenne dans le fond du verre, avec ce caractère fruit du maquis, petite baie, écorce, ce caractère un peu qui sent un petit peu la dimension solaire de l'appellation. Mais, on se pose la question si c'est un millésime chaud sur du pinot ou en grappe entière, ou si c'est un gamay grappe entière sur une nouvelle année qui a évolué, ou si c'est Châteauneuf-du-Pape dans sa dimension infusée de la Grenache comme ça. Et donc ce vin à l'aveugle, c'est un sacré challenge. Après, évidemment, quand on a un peu l'habitude, quand on sent la sucrosité un petit peu de ce côté fraise au sucre dans le fond du verre, eh bien, c'est quelque chose qui nous ramène un petit peu, évidemment, au message de la Grenache. Et plus vous l'aérez, plus cette bouteille vous livrera, évidemment, des petites touches qui sont un peu plus évanescentes encore. On a la floralité, les fleurs séchées, le caractère assez... voilà, un peu plus infusion, en fait, des messages de l'encépagement. En bouche, difficile de savoir si c'est du grenache ou si c'est du pinot. Pourquoi? Parce que l'acidité est assez haute, c'est bien salivant. On a un caractère, on a un petit trait qui va chercher les papilles comme ça, et dans lequel en fait, beaucoup de douceur, pas trop de brutalité, quelque chose de relativement fin, c'est assez long comme message. Et moi j'aime beaucoup cette composition sudiste de Châteauneuf parce qu'elle a, d'une certaine manière en fait, elle va un peu à sens inverse de ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire des bouches avec une dimension édulcorée par l'alcool et des fois par des structures qui fatiguent plus vite les papilles. Là, moi j'ai du plaisir, je pourrais me taper la bouteille tout seul globalement parce que le vin appelle la salivation comme ça et la conversation en même temps. Et donc dans cette bouteille de Villeneuve ici, 2014, ben, on prend le problème à l'envers encore une fois et on se dit ben, millésime froid sur appellation solaire, ça donne des équilibres parfois qui plaisent à ceux qui ont des palais du Nord. Typiquement moi j'ai un palais du Nord, je préfère clairement tout ce qui se fait au nord que dans le sud, mais par contre quand c'est fait avec justesse et délicatesse comme ça, j'aime cette composition là. Mais les Burgundy lovers ou ceux qui aiment évidemment des sensations assalivantes, les vins qui ont du rythme comme ça, seront évidemment charmés par cette composition. Deuxième vin de ce coffret 3 bouteilles absolument rouge de chef-d'œuvre, qui est donc composé essentiellement de vin rouge. Je voulais préciser, c'était donc ce Château Jeancourt, on en a parlé, et c'est surtout aussi un coup de cœur pour le sud-ouest. Vous savez que c'est quand même une région qui est en train de pivoter un petit peu, qui trouve un peu le sud-ouest. Je parle de Madiran, je vais vous en parler un petit peu. Au domaine Cap-Martin, j'ai adoré la proposition de plusieurs vins du domaine. Un coup de cœur que Mathieu a remonté à Paris quand il était descendu à Montpellier au salon des vins de Biodivin. Intéressant de noter que on est en train de recomposer aujourd'hui la proposition dans les appellations Cahors, Madiran et autres, d'empreintes stylistiques, à coup d'une viticulture qui change, à coup aussi de la volonté de faire des vins beaucoup plus gracieux et plus fins. Et donc, bon, quand on parle de tanat, évidemment, c'est le gracieux et le fin dans le tanat, c'est pas la chose la plus facile. Or, force est de constater que avec un petit peu de vision, un peu de viticulture un peu bonne, et puis surtout un doigté plus léger dans la manière d'extraire et de faire des vins de densité, eh bien, le domaine Simon Cap-Martin a fait des très jolis vins sur Madiran. On a choisi de sélectionner le Vieille Vigne 2017 qui est vraiment très très beau. Et également, sachez-le, un très très beau Pastrinck de Vic-Bilh qui a été à l'aveugle, sincèrement, ça nous a scotché. On l'a mis au niveau des grands jurançons secs de l'appellation que vous connaissez, qu'on a déjà fait déguster et autres. Mais ça fait partie des véritables révélations, entre guillemets, à prix très doux de ce secteur de Madiran et de Pastrinck de Vic-Bilh. Donc je vous invite à creuser un petit peu cette piste si vous avez évidemment envie de découvrir la composition de cette propriété. Un jeune viticulteur qui reprend le domaine en 2013, tout est bien sûr mené dans une viticulture qui encourage l'excellence, et donc ça fait partie de ces petites révélations entre guillemets de ce début d'année dans lesquelles les rapports prix-plaisir sont quasi imbattables puisqu'on parle de vins qui sont autour d'une douzaine d'euros maximum pour les plus belles cuvées de la cave. Donc c'est pour illustrer le fait évidemment que voilà, on ne parle pas que de bouteilles à 350 euros ou de grands terroirs intouchables. On parle aussi de vrais prix-plaisir avec voilà, des domaines qui ont aussi le projecteur tourné vers eux pour ses efforts et la qualité aujourd'hui des vins qu'ils proposent. Alors, voilà pour ce coffret absolument rouge 3 bouteilles. Je vais terminer cette petite vidéo et ce live en quelques minutes pour vous donner la composition des coffrets de terroir de légende, puisque ça fait partie de ces coffrets.
Les autres vins, je les ai tous présentés, donc il n'y a plus de suspense. Terroir de légende, c'est 2 grandes bouteilles, c'est surtout 2 vins qui ont des longévités, des capacités à s'améliorer dans le temps, des grandes signatures souvent. On a mis une magnifique côte rôtie en grappe entière de chez Rostin sur la cuvée Empodium 2013 dans ce coffret. Donc ce que j'aime évidemment dans la composition et le style de chez Rostin, c'est qu'on conserve un peu les codes de la Syrah grappe entière qui se révèle après 10 ou 15 ans de maturité, qui tire comme ça sur l'olive, le menthol, le caractère poivre noir et autres. Et dans cette proposition de côte rôtie qui sort de l'Othèque du Domaine, ceux qui ont reçu ce terroir de légende, vous allez pouvoir voir un petit peu la promesse de ces côtes rôties de temps long, qui sont à mon avis un petit peu qui siront en tout cas à ceux qui aiment les vins qui arrivent comme ça sur l'humus, le tertiaire, le côté truffé des fois un petit peu, et donc une proposition en direct de la propriété de vieux millésimes, ça se ratait pas. On a acheté également quelques London, quelques Côtes Blondes, etc. qu'on vous fera goûter dans des soirées chef-d'œuvre bien entendu. Et puis le deuxième vin qu'on a choisi, c'est la Croix Boissée. Alors on voulait vous faire goûter ça parce que je pense que au domaine de Palu, à Chinon, objectivement, quand on compare un petit peu les Cabernets Francs, des Rougeries, de la Croix Boissée, à des grands vins de Saumur-Champigny, des Clos Rougeards, etc., on s'aperçoit en fait qu'avec le temps qui passe et la concentration à la maturité, les longs élevages, la conversation se rapproche. Hein, et dans ce qui est émotionnellement impliquant, je pense que Chinon a vraiment un terroir supérieur dans l'offre ligérienne. Je pense que c'est supérieur naturellement en fait au terroir de Champigny, et dans lequel en fait la Croix-Boissée fait partie des grands lieux. Alors on connaît tous les Croix-Boissées de Bernard Baudry et leurs évolutions, et les courbes d'évolution proposées par ces vins. Mais là, je pense que Bertrand Sourdet au domaine de Palu est en train d'écrire une partition dans les vins relativement haut de gamme de l'appellation. Il tire vraiment l'appellation vers le haut. Je rappelle que Chinon, c'est pas une appellation qui vend des vins qui valorise très bien ces vins. On est encore engoncé dans le vrac, les 5 € le litre, le machin, le truc. Voilà, faut sortir de ça. Avec Chinon, on peut faire beaucoup plus grand, et il faut tirer ça vers le haut, maîtriser le Cabernet Franc, lui donner de la concentration, du rythme, de l'élevage et du temps. Et ça, je pense que c'est un petit peu la promesse de ce Croix Boissée 2017 qui est vraiment très beau. J'adore les 2017 sur le Cabernet Franc en Loire en général, mais là, j'ai été assez séduit évidemment. Alors c'est un positionnement très haut de gamme pour Chinon, mais dans lequel voilà, il faut évidemment des fois savoir saluer le travail et évidemment l'intention qu'il y a derrière. Et dans cette proposition de terroir de légende, donc côte rôtie et Chinon, 2 rouges, 2 vins qui commencent à arriver à maturité, et surtout après, à mon avis, 2 très belles bouteilles à apprécier dans des beaux verres avec des gens qui savent évidemment apprécier un petit peu tous ces plaisirs. Voilà, alors écoutez, on a terminé ce live, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Vous avez compris que les coffrets de chef-d'œuvre, c'était des coups de cœur, des rencontres, des fois des sensations, des opportunités sur certains millésimes, des styles, et puis des fois des grosses dégustations à l'aveugle qui révèlent un petit peu ça. En route vers les étoiles, composé essentiellement de 3 domaines qui brillent en biodynamie, et puis découverte avec d'autres plaisirs, terroir de légende ici avec des millésimes anciens. Bref, c'est tout en différent, c'est chaque mois un petit peu des propositions différentes, et on est très heureux évidemment avec l'équipe de chef-d'œuvre d'être le moteur de votre curiosité, de cette stimulation en tout cas, qui nous anime, et de vous faire découvrir des vins tout en un peu différents. Parce que boire des grands vins, c'est une chose, mais ne pas s'en lasser, c'est autre chose. Et on espère évidemment qu'au travers de ces coffrets, vous prenez toutes et tous beaucoup de plaisir. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de soirée, un peu d'apéro, un très bon apéro surtout, j'espère. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Ce sera le mois prochain forcément pour le coffret du mois de juin, pour vous parler un petit peu de la vie du club, des soirées, des masterclass, de tout ce qu'on fera, et bien entendu, des futurs plaisirs de vos verres. Sur ces mots, à bientôt, belle dégustation. Ciao.